Je ne sais pas. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend parce que je ne suis pas beaucoup habitué à utiliser le live. Euh, Est-ce qu'on m'entend? Je ne. euh, on ne m'entend pas. Il n'y a pas de son? Euh, Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord. Donc on m'entend très bien. Écoutez, je ne veux pas être long. Je veux juste. Je vais aborder la question ukrainienne, la crise que traverse actuellement l'Ukraine très rapidement. Et je veux le faire parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. On m'a posé beaucoup de questions en réaction à mes derniers posts sur cette crise. Et donc, j'ai décidé de faire un live très rapidement parce que demain, nous aurons un live beaucoup plus long euh, sur la question. Il y aura sur la problématique, il y aura des questions qui vont être posées. Mais aujourd'hui, je vais être très court. Peut-être que je veux essayer de répondre à des questions très rapidement, mais je vais expliquer un peu ce qui se passe véritablement en Ukraine. Vous allez m'excuser parce que je ne suis pas très bon dans la manipulation de ces choses. Donc, de temps en temps, je regarde pour voir les commentaires parce que ça ne sort pas à gauche. C'est censé sortir à gauche normalement. Et voilà. Donc, nous avons tous assisté, nous assistons tous en tout cas depuis près de 72 heures à l'intervention de la Russie en Ukraine. Il y a beaucoup de réactions. Toutes les chaînes de télé en parlent. Et on voit défiler des experts, des journalistes, des spécialistes qui viennent nous expliquer que Poutine est un méchant, et puis voilà. Mais je crois qu'il est toujours essentiel de revenir à l'histoire pour comprendre certains faits présents. Parce que quand on ne jette pas un regard dans le rétroviseur de l'histoire, il est parfois difficile de comprendre certains événements présents auxquels l'on est confronté. C'est le cas de l'Ukraine aujourd'hui. La Russie est rentrée depuis il y a 2 jours déjà, qui mène des opérations et les Russes ont été très clairs, ils ne sont pas là pour soumettre l'Ukraine ou occuper l'Ukraine. Mais on voit des réactions, on voit beaucoup d'émotions aussi, ce qui se comprend au regard quand même du conflit, c'est une guerre, il y a toujours des morts. Mais pourquoi les Russes sont intervenus en Ukraine aujourd'hui? Pourquoi Poutine a tapé du poing sur la table euh, sur cette question? Alors pour comprendre, il faut revenir en arrière dans les années 90. Euh, Au début des années 90, nous savons tous que l'Union soviétique s'est effondrée. Et donc, cette dislocation a provoqué l'indépendance, en tout cas, de plusieurs États autour de la Russie, dont l'Ukraine. Et puis, après cette dislocation, il y a eu une entente entre les États-Unis et la Russie sur le fait que l'OTAN ne devrait pas se rapprocher des frontières russes. C'était ça l'entente qui avait été conclue, c'était une entente verbale. Mais on retrouve les traces de cette entente-là dans des documents confidentiels américains qui ont été déclassifiés depuis. Par la suite, au lieu de respecter leurs paroles, les États-Unis ont intégré certains pays d'Europe de l'Est au sein de l'OTAN, à la grande colère des Russes. À plusieurs reprises, Vladimir Poutine a insisté et est revenu sur cette question, a demandé des discussions avec les États-Unis pour arrêter cette progression, mais les Américains ne les ont pas écoutés. Non, ne l'ont pas écouté. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, je vais vous parler d'un stratège américain dont les écrits permettent de comprendre justement ce qui se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, je vais essayer d'être bref parce que demain, euh, il y aura une émission, il y aura un live avec nos amis de nos filles où il y aura plusieurs questions où je vais être beaucoup plus explicite et je vais aborder vraiment la question de manière très large. Mais aujourd'hui, je vais être vraiment très bref. Pour comprendre la stratégie américaine, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut lire un homme. Cet homme, c'est lui. Zbigniew Brzezinski, il a tout dit ici dans ce livre qui s'appelle Le Grand Échiquier. Bon, moi j'ai la version de poche, parfois c'est un peu pas clair pour le lire. J'ai imprimé quelques passages de son livre qui permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Zbigniew Brzezinski a été le conseiller du président américain démocrate
Jimmy Carter dans les années 80, dans les années 70. Et Brzezinski a été l'un des artisans, en fait, de la montée en puissance des combattants afghans à l'époque d'Oussama Ben Laden. On peut même on peut le considérer d'une certaine manière comme un peu le père d'Oussama Ben Laden parce que il est celui qui a piloté la stratégie américaine à l'égard de l'Union soviétique en Afghanistan, Zbigniew Brzezinski. Le même Brzezinski s'est retrouvé par la suite conseiller d'Obama. C'est très important de le savoir. En 1997, il a écrit ce livre que je vous ai présenté, donc Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde. Donc ce livre porte sur la stratégie des États-Unis dans le monde présent. Et Brzezinski explique beaucoup de choses dans son livre. Il parle aussi de la question ukrainienne. Et ses écrits permettent de comprendre, comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui se passe aujourd'hui. Je vais essayer de vous lire quelques extraits pour comprendre. Brzezinski dit ceci. L'Eurasie, donc la Russie et puis tout le côté de l'Asie là-bas, l'Eurasie reste l'échiquier sur lequel se déroule la lutte pour la primauté mondiale. Donc pour lui, il faut contrôler cette région. Si les États-Unis est présent dans cette région, les États-Unis vont dominer le monde. Ça, c'est la perspective de Brzezinski. Donc, dans cette optique, il a élaboré toute une série de propositions. Il dit que l'Europe doit être la tête de pont de l'Occident d'Eurasie et l'OTAN doit aussi jouer un rôle là-dedans. Alors, sur l'Ukraine, il dit ceci. Lui, il considère que l'Ukraine devrait jouer un rôle de pivot géopolitique. Et à ce sujet, il écrit, il dit, on est en 97, c'est vraiment important de le savoir, en 97. Il dit, quoi que l'avenir nous réserve, on peut raisonnablement conclure que la primauté américaine sur le continent eurasien sera soumise à des fortes turbulences et même confrontée à des épisodes de violence. Donc, il anticipe déjà ce désir américain d'occuper, de contrôler l'Eurasie va mener sûrement à des violences, c'est lui qui le dit. Et dans sa ligne de mire, il y a deux puissances, la Russie et la Chine, qui sont considérées comme des puissances qui vont peut-être limiter les ambitions américaines en Eurasie. Et donc, Brzezinski écrit, il dit, le dilemme se résume à un choix entre équilibre tactique et dessein stratégique. Ça, c'est ce qu'il écrit. Mais il lance un défi aux Russes, et écoutez bien ce qu'il dit ici. Pour que le choix de l'Europe et en conséquence de l'Amérique se révèle fructueux, la Russie doit satisfaire à deux exigences. Tout d'abord, rompre sans ambiguïté avec son passé impérial. Ensuite, cesser ces tergiversations à propos de l'élargissement des liens politiques et militaires entre l'Europe et l'Amérique. En d'autres termes, Brzezinski demande à la Russie de se soumettre. Et donc, il y a tout un pan, dans son livre, il y a vraiment tout un chapitre où il parle de l'Ukraine et il dit ceci. Au cours de la période 2005-2010, l'Ukraine pourrait à son tour être en situation d'entamer des négociations en vue de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Donc tout ce que je vous dis, il faut le situer dans la perspective du contrôle de l'Eurasie. Et l'Ukraine va jouer un rôle pivot dans cette stratégie. Et Brzezinski, en tant que stratège, après avoir parlé de l'adhésion de l'Ukraine, il dit autre chose. Il pose la question. Une question essentielle se pose. Ce scénario se déroulera-t-il dans un environnement apaisé ou dans un contexte de tension avec la Russie? La réponse, nous l'avons aujourd'hui avec l'intervention de la Fédération de Russie en Ukraine pour des raisons que l'on va comprendre maintenant, qu'on comprend déjà en partie en lisant les extraits du livre de Brzezinski, mais aussi au regard du comportement que l'Occident a adopté à l'égard de la Russie ces dernières années. En 2000, au début des années 2000, on a vu plusieurs pays d'Europe de l'Est intégrer l'OTAN, ce qui permettra à l'OTAN de se rapprocher des frontières russes. Poutine s'est plaint. En 2007, en Allemagne, il a été très clair lors d'un sommet consacré à la sécurité en Allemagne. Il a clairement fustigé le comportement unilatéral des États-Unis et il a appelé à un monde où toutes les puissances vont prendre en considération les intérêts et la sécurité des autres pays. C'est cette histoire, vous avez souvent entendu parler de l'indivisibilité de la sécurité. C'est ça le problème de fond. Les Russes disent ceci. L'OTAN a le droit d'assurer la sécurité de ses membres, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la Russie. Si assurer la sécurité des pays de l'OTAN consiste à assurer une certaine instabilité à la Russie, alors là, il y a un problème. Et c'est tout
le problème des Russes. Ils ont expliqué, ils ont essayé de négocier, les Occidentaux n'ont pas voulu les écouter. Pourquoi? Parce qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, vous avez vu, il y a eu des gens qui ont écrit c'est la fin de l'histoire, c'était le début d'un monde unipolaire. On a imposé une vision du monde dans laquelle tout le monde devait se soumettre aux intérêts, aux desiderata de l'Empire américain. Et pour les Russes, cela a posé problème. Et cela permet de comprendre aussi pourquoi Vladimir Poutine, à un moment donné, a accéléré la modernisation de l'armée russe. Parce que les Russes ont compris que les Américains attendent une chose d'eux, c'est la submission. Ils ont compris aussi que la stratégie américaine passe par le contrôle des pays qui entourent la Russie, de sorte à créer une sorte de ceinture autour de la Russie et de bien le contrôler. Et les armes que les Américains ont déployées dans des pays d'Europe de l'Est, dans les pays baltes et tout ça, ce ne sont pas seulement des armes défensives, comme on nous dit, comme on l'explique. Ce sont aussi des armes qui peuvent neutraliser les systèmes d'armement offensifs des Russes. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ne sont pas contents. Ils ont mis en garde, les Occidentaux n'ont pas écouté. En 2008, quand l'OTAN a commencé à penser à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie, les Russes ont vu rouge et on a vu l'expédition rapide de la Russie en Géorgie où on a déstabilisé une partie du pays à travers l'Abkhazie et puis l'Ossétie du Sud. Ça, c'était une mise en garde des Russes. Mais les Américains n'ont quand même pas voulu entendre raison, ils ont continué. Et même, ils sont allés très loin en voulant non seulement intégrer ces pays, mais faire de ces pays-là, en fait, des postes avancés de la stratégie américaine contre la Russie. Parce qu'au fond, la crise actuelle en Ukraine l'Ukraine est un prétexte. L'Ukraine est un prétexte. Nous assistons aujourd'hui à une rivalité entre grandes puissances par Ukraine interposée. Et malheureusement pour les Ukrainiens, ils n'ont pas compris que les intérêts de l'Ukraine ne sont nécessairement pas ceux des États-Unis. En 2014, il y a eu un coup d'État en Ukraine où l'on a porté au pouvoir des gens qui sont proches des courants néo-nazis et qui sont à la botte des États-Unis. Le coup d'État de 2014 en Ukraine a été piloté par les États-Unis qui ont dépensé 5 milliards à l'époque. Et ce que je dis n'est pas une vue de l'esprit, cela a été confirmé par des responsables américains, dont Madame Victoria Nuland, qui est aujourd'hui à la manœuvre encore autour de Joe Biden. Donc, vous avez ce portrait-là. Et donc, les Russes, en décembre, vous avez vu, les Russes, ils ont posé des conditions sur la table. Ils ont dit, bon, par le passé, nous avons discuté. Vous avez dit que vous n'allez pas étendre l'OTAN vers les frontières russes. Vous l'avez fait. Et quand nous vous posons la question de savoir pourquoi, vous dites que vous ne vous êtes jamais engagé. Les Russes ont dit, ben, cette fois, vous allez vous engager par écrit. C'est la raison pour laquelle Poutine avait rédigé ce document-là avec les exigences russes pour discuter avec les États-Unis. Vous allez remarquer que les Russes n'ont pas voulu discuter avec les Européens parce qu'ils considèrent les Européens, à juste titre, comme des vassaux. Ils savent très bien que les maîtres du jeu, ce sont les Américains, ce ne sont pas les Européens. Et je vous rappelle encore une fois, quand vous regardez la stratégie de Brzezinski dit ceci, la France, l'Allemagne, l'Union européenne vont jouer le rôle pivot pour le camp des États-Unis. Ce sont des acteurs dans un grand jeu mis en place par les États-Unis. C'est la raison pour laquelle les Russes, en fait, n'ont pas voulu discuter avec les Européens. Ils ont envoyé leurs documents aux États-Unis. Parce que le maître, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre. Ce sont les États-Unis qui poussent l'Ukraine à défier la Russie pour des raisons que nous comprenons. Et il y a aussi dans ce débat un côté très hypocrite. On dit que oui, ben, les Russes disent oui, l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN. Mais il y a mieux. Aujourd'hui, sans même l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, l'OTAN est quand même là. Les pays de l'OTAN opèrent en Ukraine. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN pour pouvoir agir. Juste avec les vassaux qui sont à Kiev, les Américains peuvent agir. Et le problème ici pour les Européens est qu'ils sont eux-mêmes à la solde des États-Unis, à la remorque, pardon, des États-Unis, ils sont incapables de défendre les intérêts de l'Europe. Et pour une fois, je suis très d'accord avec le président Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Au sortir de sa discussion avec le président français Emmanuel Macron, Sarkozy a dit qu'il faut revenir, il faut retourner à la table de discussion. Il a dit une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il dit l'Europe doit avoir une force propre à elle-même et il faut discuter avec les Russes parce qu'on ne discute qu'avec ses adversaires ou ses ennemis. En réalité, Sarkozy passait un message pour dire que
L'Europe, Sarkozy sait que l'Europe est à la solde des États-Unis. Il était président de la France. Il a été dans la même posture, à un point tel qu'on l'a surnommé Sarkozy l'Américain. Mais pour une fois, Sarkozy, vous savez, quand on est en dehors du pouvoir, on est beaucoup plus lucide et les réalités du pouvoir sont telles qu'il y a des choses que l'on fait parfois, pas parce qu'on le veut le faire, mais parce que les réalités du pouvoir ou les enjeux, les rapports de force l'imposent. Mais Sarkozy n'est plus au pouvoir. Et il peut maintenant dire clairement qu'il faut discuter avec la Russie. L'Europe doit assurer son propre destin. Les propos de Sarkozy, en fait, traduisent un malaise, un mal-être au niveau de l'Europe où il y a des gens qui essayent de se sortir de la domination américaine et d'autres qui sont là. C'est le cas des pays baltes. Les Français, les Allemands sont à la remorque des États-Unis, mais ils ne semblent pas beaucoup aimer ça. Et c'est la raison pour laquelle les Français et les Allemands sont allés voir Poutine pour discuter des accords de Minsk qui avaient été signés, je crois, en 2015 ou 16, je ne me rappelle plus, sur la question, par exemple, des républiques sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine. Mais le problème, encore une fois, c'est que les Français le font pour éviter la guerre, mais en même temps, ils tiennent des propos qui font que les responsables européens, ces deux responsables-là, français et allemands, ne sont pas dignes de confiance. En fait, ils sont écartelés entre le fait de défendre les intérêts de l'Europe et de travailler, de se retrouver à la remorque des États-Unis, de se soumettre aux desiderata des États-Unis. C'est la position de l'Europe aujourd'hui, ce qui fait que la Russie, qui comprend que l'Europe ne pèse pas, qui comprend que les dirigeants français, par exemple, ont un double langage. Tantôt, ils disent qu'on va discuter, on comprend les problèmes de la Russie. D'autre part, ils tiennent des propos outrageants, menaçant parfois la Russie, comme si la France avait la capacité de dominer la Russie. Donc, on est dans des postures qui posent problème. Et au final, Poutine a dit, écoutez, je vais réagir. Il est allé en Ukraine pour régler la question. Je ne crois pas que la Russie va occuper l'Ukraine. Ce n'est pas l'objectif des Russes, d'autant plus qu'il faut le comprendre, dans la perspective russe, cette guerre est dérangeante parce que les Ukrainiens sont en fait des frères aux yeux des Russes. Aux yeux de l'opinion publique russe, c'est une guerre qui dérange, mais qui est nécessaire pour préserver la sécurité de la Russie. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais l'Ukraine n'a pas adhéré à l'OTAN, les Russes sont allés trop fort, ils frappent très fort, mais quand vous écoutez le propos du président Poutine, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Le président Poutine, dans ses 3 interventions, a convoqué l'histoire. Il a rappelé le rôle des États-Unis dans des tentatives de déstabilisation de la Russie, dans le Caucase. Vous vous rappellerez, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait une guerre dans le Caucase russe qui était soutenue par la CIA. La CIA soutenait, c'est public, on le sait, la CIA soutenait des djihadistes dans le Caucase. Les Russes le savent et le président Poutine en a parlé ouvertement. Et le président Poutine a vu comment les États-Unis se sont comportés, comment ils se sont rapprochés des frontières russes et comment les dirigeants ukrainiens, qui sont à la solde des États-Unis, jouent le jeu pour le compte de l'Amérique. Donc pour lui, c'est une question de vie ou de mort, d'autant plus que je dois rappeler un fait très important que beaucoup n'ont pas relevé. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, le patron de l'OTAN, le général Todd Wolters, à une question au Sénat américain, avait clairement dit qu'on pouvait utiliser l'arme nucléaire très rapidement, de manière très réduite contre la Russie. L'allusion à la Russie était très claire. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette affaire, Poutine a tapé du poing sur la table et a menacé, sans le dire ouvertement, d'utiliser l'arme nucléaire. Parce que sa dernière déclaration, qui a été adressée directement aux États-Unis, c'est une déclaration qui a été adressée aux États-Unis. Et quand il dit que ceux qui vont s'interférer dans nos affaires, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu, je vais casser leurs dents et tout ça, c'est une allusion à l'utilisation de l'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que dans la tête des Russes, si eux n'attaquent pas, c'est eux qui vont disparaître de la carte. Et écoutez bien le propos du président Poutine. Ce n'est pas un comédien, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la théâtralisation, comme un certain nombre de dirigeants occidentaux. C'est quelqu'un qui est très froid dans l'analyse des situations et des enjeux. Il a la réputation d'être un grand stratège. Et quand quelqu'un d'une telle froideur parle avec ses tripes, il faut le prendre très au sérieux parce que ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu la Russie réagir de manière aussi vive, intervenir en Ukraine, non pas pour soumettre les Ukrainiens, mais pour faire tomber le régime qui est à Kiev, le régime qui est à la solde des États-Unis et qui, à travers son comportement, met en danger la sécurité de la Russie. Donc, en gros, c'est ça l'enjeu. Demain, on aura un live plus long où je veux développer plusieurs sujets parce que sur cette question, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais je voulais aujourd'hui simplement répondre
aux questions qui m'ont été posées en privé, des gens qui m'appellent pour me demander ce qui se passe. Il y a une question qui est souvent revenue qui est de savoir est-ce que on peut, ça peut virer une troisième guerre mondiale? Je peux vous dire que jusqu'à la veille de l'intervention russe, je ne le croyais pas. Aujourd'hui, je crois que c'est possible. On ne peut, c'est une éventualité qu'on ne peut plus écarter. Si les Occidentaux s'aventurent à intervenir en Ukraine d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances que la Russie utilise l'arme nucléaire et cela peut conduire à une troisième guerre mondiale. Mais je ne pense pas que les Occidentaux le feront parce qu'ils sont conscients de la supériorité militaire de la Russie. Ils en sont conscients et ils ne vont pas aller mourir en Ukraine pour le beau yeux des Ukrainiens pour une simple raison. C'est une stratégie d'abord américaine. Si elle ne marche pas, on va essayer de trouver d'autres alternatives parce qu'au fond, c'est une guerre de puissance par Ukraine interposée. Donc l'Ukraine n'étant qu'un détail dans ce grand jeu de grande puissance, on ne va pas envoyer des gens ou déclencher une troisième guerre mondiale pour elle. Mais attention, on ne sait jamais parce qu'un dérapage, on sait comment ces grandes guerres commencent. C'est souvent des dérapages qui conduisent à ce genre de conflits majeurs. Donc en gros, voilà, et je vais essayer simplement de prendre des questions rapidement et essayer de répondre avant de nous quitter. Euh, J'essaie de voir les questions, parfois. Oui, la CIA, c'est un institution terroriste. Les choses doivent prendre des décisions. Euh, oui, sur les sanctions, moi je pense qu'il y a un problème. Vous savez, dans les relations internationales, il faut éviter les émotions. Euh, Ce que je constate aujourd'hui, d'abord, les sanctions ne vont pas marcher parce que les Russes, ils sont déjà, en tout cas, les Russes ont pris leur disposition. Ils étaient prêts aux sanctions, à faire face aux sanctions. Mais l'autre chose, c'est que l'on constate aussi du côté occidental beaucoup de théâtralisation. Quand on dit qu'on va bloquer les fonds, l'argent de Poutine et de Lavrov, on a envie de sourire puisqu'on sait que dans la loi russe, pardon, il est interdit d'avoir la double nationalité quand on occupe certaines fonctions, d'avoir des fonds à l'étranger. Donc les Russes, Poutine n'a pas de compte en banque à l'étranger. Ça, c'est beaucoup plus de la gesticulation qui est destinée à amuser les opinions publiques en Occident. C'est tout. Mais je pense, moi, personnellement, qu'il faut revenir à la table des discussions parce que ce conflit va se régler par la discussion. Mais je pense que la Russie va imposer un état de fait qui va faire que maintenant, les États-Unis vont les écouter. Voilà. Euh, où sont les autres questions? Je suis un peu incapable de voir parfois les questions, vous savez. Oui, les accords de Minsk ont été signés en 2015, évidemment. Merci beaucoup, Adama. Euh, Quoi d'autre? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais... Attendez. Euh, Poutine Azamonga, là. Une seule crainte est qu'ils ne sont pas... Poutine n'a pas préparé l'après-Poutine. Bon, on ne le sait pas. Moi, je ne pourrai pas en parler parce que je ne suis pas dans la tête de Poutine pour savoir si qu'il a préparé ou non. Mais je crois que c'est quelqu'un de très brillant. Tout le monde lui reconnaît, y compris ses adversaires, et je pense qu'il va préparer la relève. Euh, euh, Installé au pouvoir un pro-russe. Oui, je crois que la stratégie de la Russie est d'avoir quelqu'un qui va placer l'Ukraine dans une position de neutralité dans cette affaire. Pour les Russes, le plus important est que l'Ukraine soit neutre. C'est tout. Ils n'ont pas besoin d'avoir un valet nécessairement. Ce n'est pas en fait dans la logique ou même dans le paradigme russe. Les Occidentaux, leur paradigme, c'est la domination, la soumission des autres peuples. Ce n'est vraiment pas le cas des Russes. On peut le constater quand on observe un peu leur stratégie militaire depuis le début de l'opération il y a 2 jours. Euh, et la Chine dans tout cet échiquier. La Chine, et c'est très intéressant le cas de la Chine. Euh, la Chine, on peut, la Chine s'est abstenue lors du vote aujourd'hui au Conseil de sécurité. Et après, ils ont dit qu'ils comprennent la position de la Russie dans le dossier ukrainien. Cela veut simplement dire que la Chine est avec la Russie. Et je crois que les experts occidentaux qui disent que oui, mais la Chine est embarrassée se trompent. Le comportement des États-Unis et de ses alliés européens a déjà poussé à créer les conditions d'un rapprochement accéléré entre la Chine et la Russie. Mais avec les événements des derniers jours, je pense que la Chine et la Russie vont accélérer
euh, la, euh, le processus de mise en place d'un nouvel ordre international dans lequel tout le monde aura droit de citer. Et c'est à ce niveau que je pense que les stratèges occidentaux manquent de clairvoyance parce qu'on est beaucoup dans l'idéologie maintenant. On ne réfléchit plus beaucoup. On est dans l'idéologie, on est dans la théâtralisation, on est dans le spectacle, alors que du côté russe et chinois, on est vraiment dans l'analyse froide des situations. Et il y a un autre pays aussi dont le comportement m'a beaucoup surpris, c'est l'Inde. L'Inde s'est abstenue lors du vote au Conseil de sécurité. Et je pense que les États-Unis, qui ont une stratégie en Indo-Pacifique, doivent se poser des questions actuellement. Nous sommes à un tournant important dans l'histoire des relations internationales et je pense que euh, après cette crise, le monde va complètement changer de visage. Le monde de l'après 1945, dominé par les Occidentaux, va prendre fin. Les sanctions sont utilisées pour affaiblir la Russie, mais au final, elles vont provoquer l'effet inverse. Elles vont précipiter, en fait, la chute du système occidental dominé par les États-Unis. C'est ce que je crois. Euh, Quelle leçon tirer pour le pays, pour notre pays, la RDC? Mais moi, je pense que j'ai écrit un article paru chez Sputnik hier pour expliquer que cette rivalité va sûrement renforcer la position de la Russie en Afrique et surtout aux yeux des opinions publiques. On voit déjà tout ce qui se passe au Mali, en Afrique de l'Ouest. Et pour la RDC, je pense qu'elle pourrait être provoquer des situations de changement si on a des gens qui comprennent les enjeux internationaux. Mais malheureusement, en RDC, nous avons des dirigeants qui sont, comme vous le savez, des coopérants, des gens qui n'ont pas de profondeur dans l'appréciation géopolitique et stratégique des enjeux en présence. Et c'est le grand problème. Et ce qui est encore terrible, c'est que la RDC va se retrouver au cœur des grands enjeux en raison de ses ressources stratégiques qui aiguisent les appétits et qui sont aujourd'hui au cœur des grands bouleversements avec le tournant que l'on observe, en tout cas au niveau des métaux rares, avec l'enjeu environnemental, on a besoin du cobalt pour les voitures électriques et tout ça. La RDC va jouer un rôle important, mais les dirigeants congolais sont-ils conscients de cela? Sont-ils conscients des enjeux géopolitiques et stratégiques auxquels leur pays est confronté? Je ne le crois pas malheureusement. Donc, cet événement ne va peut-être pas changer grand-chose pour la RDC au regard du comportement qu'adoptent souvent les dirigeants congolais qui ne semblent pas comprendre ces enjeux et qui sont complètement en complète déconnexion avec la réalité du monde dans lequel ils évoluent. Pardon. Euh, la Russie connaît son adversaire, mais s'attaque-t-elle à l'Ukraine? Pourquoi? Poutine est cynique, il n'aime pas la démocratie. Non, moi je pense que c'est une vision très simpliste qu'on nous présente dans les médias. Et je l'ai dit tantôt, en investissant l'Ukraine, Poutine ne cherche pas à détruire l'Ukraine. Poutine sait qui se cache derrière l'Ukraine. Et c'est qu'il faut comprendre. Vous vous rappelez, moi, dans notre livre Stratégie du chaos et du mensonge, pour ceux qui l'ont lu le savent, nous expliquons que vous avez des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui ont attaqué la RDC, qui l'ont saigné, qui l'ont pillé. Il n'y a pas eu de réaction à chaque fois qu'on a emmené le dossier devant le Conseil de sécurité. Étrangement, vous avez les États-Unis et la Grande-Bretagne qui intervenaient pour bloquer des résolutions ou pour faire en sorte que des rapports soient gardés secrets. Pourquoi? Simplement parce que ce sont eux qui étaient les maîtres du jeu dans cette déstabilisation du Congo. Les guerres fonctionnent comme ça de nos jours. Vous avez des guerres comme en Syrie, où vous voyez, on vous parle d'une guerre entre les Syriens, mais c'est une guerre entre Syriens sur fond de rivalité occidentale, avec d'un côté les États-Unis et les Européens, et de l'autre la Russie et la Chine. C'est la raison pour laquelle les Chinois et les Russes ont opposé leur veto à toutes les résolutions concernant la Syrie, plus de 17 fois. C'est quand même quelque chose de très important. Donc, ce ne sont pas des conflits simples comme ça où Poutine s'attaque à l'Ukraine au nom de la démocratie. Moi, j'ai entendu beaucoup d'universitaires occidentaux, des experts qui disent que oui, mais c'est parce que Poutine est contre le modèle démocratique. Bon, il faut dire aussi que la plupart des universitaires qui passent, ce sont des gens qui sont très idéologiques. Tout ce qu'ils disent n'est pas soutenable. Il n'y a pas de preuve qui permet de comprendre ça. Quand on est dans l'idéologie, on raconte n'importe quoi. Vous vous rappelez, et là, je veux interpeller les universitaires, les Africains de manière générale, nous qui suivons, parce que les Africains sont beaucoup branchés sur les médias occidentaux, nous assistons actuellement à une guerre de l'information qui est terrible.
Quand vous regardez France 24 a la remorque de l'OTAN. Quand vous regardez les chaînes françaises, c'est comme ça. C'est normal, c'est un pays de l'OTAN. Les journalistes sont dans leur rôle. Mais ce qu'il faut comprendre de la guerre de l'information, c'est que les journalistes, les universitaires, font partie du dispositif, du pays ou de l'ensemble auquel ils appartiennent. C'est important de le savoir. Donc, quand un universitaire passe à la télé, à France 24, à RFI, à LCI, qui vous dit oui, c'est monsieur docteur, il a Sciences Po, ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas le titre qui compte. Le titre ne veut rien dire. En tant qu'universitaire, je peux vous le dire, le titre ne veut rien dire. Il faut toujours vous poser la question de savoir d'où cette personne parle, pour qui elle parle. C'est ça qu'il faut comprendre. Beaucoup d'experts, beaucoup d'universitaires parlent pour l'OTAN. Quand j'entends un homme que je respecte beaucoup, M. Pascal Boniface, qui est le président de l'IRIS en France, quand il dit qu'il faut sanctionner, qu'il faut durcir des sanctions contre la Russie, il parle en tant qu'universitaire neutre ou en tant qu'universitaire au service de l'OTAN. C'est la question qu'il faut se poser. Et ce monsieur intervient dans plusieurs débats à la télé. En dépit de sa posture de neutralité, c'est quelqu'un qui va d'abord défendre le point de vue occidental. Et c'est aussi une occasion pour les Africains, dans leur centre d'études, de développer des centres d'études où nous allons avoir une perspective africaine de ces grands enjeux mondiaux. Malheureusement, nous ne l'avons pas. La plupart des universitaires sont des gens qui font du copier-coller, des gens qui aiment brandir leur doctorat pour montrer qu'ils ont quelque chose dans la tête, alors qu'en réalité, ce sont des gens à qui on a appris à ingurgiter des choses qu'ils ne comprennent nécessairement pas pour le compte des intérêts qui leur sont peut-être étrangers. Et nous devons donc comprendre cette dynamique aussi. La guerre informationnelle a comme fantassin des journalistes, mais aussi des universitaires. Donc, quand les gens vous disent que Poutine intervient au nom de parce qu'il n'aime pas la démocratie, c'est du n'importe quoi. Les Russes ont plébiscité M. Poutine plus d'une fois. Donc, ils savent pourquoi. Ils ne sont pas stupides. Respectons l'intelligence des Russes de la même manière qu'on respecte l'intelligence des Français qui ont choisi Emmanuel Macron, même s'il est en fait minoritaire, si on doit prendre en considération le vote de tous les Français. Je veux dire, voilà, donc il ne s'agit pas de dire que c'est une question de perspective, ce sont des enjeux géopolitiques. Et dans ce domaine, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut être froid dans l'analyse des événements. Moi, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-français, je ne suis pas pro-OTAN. J'ai juste une distance par rapport à ça. Quand j'observe ce qui se passe, je me dis que nous ne sommes pas dans une discussion, nous ne sommes pas dans un conflit idéologique. Ce sont des conflits avec des enjeux géopolitiques importants. Et donc, il faut prendre en compte ces aspects-là, que de dire c'est une question de démocratie, de droits de l'homme, des valeurs. Dans les relations internationales, parfois, c'est problématique. Je vais prendre les dernières questions. Pourquoi Vladimir Poutine demande aux militaires ukrainiens de prendre le pouvoir en chassant Zelensky? Oui, mais justement, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est que l'objectif des Russes n'est pas de combattre les Ukrainiens, parce qu'ils savent que l'Ukraine a été prise en otage par des gens qui ont fait le coup d'État en 2014 et qui sont soutenus par les États-Unis. Et ce sont ces gens-là qui sont contre les Ukrainiens de l'Est, donc les russophones, qui ont martyrisé les russophones. Ce sont ces gens-là que la Russie vise actuellement. Ce n'est pas le peuple ukrainien. Et je pense que s'il y a un coup d'État en Ukraine aujourd'hui et que des militaires ukrainiens nationalistes prennent le pouvoir, il y aura des discussions avec les Russes et la guerre va prendre fin. J'en suis persuadé. Pensez-vous que la Russie pourrait utiliser sa tour comme première frappe nucléaire vers n'importe quel pays? Mais ça va dépendre, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête des dirigeants russes. Je pense que tout va dépendre aussi du comportement des Occidentaux. Si les États-Unis et leurs alliés franchissent la ligne rouge tracée par le président Poutine, il y aura des réactions et l'arme nucléaire pourrait être utilisée. Parce que les Russes sont vraiment prêts à utiliser l'arme nucléaire. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Poutine est très déterminé. Il faut comprendre la psychologie de Vladimir Poutine. Il est dans la posture de quelqu'un qui considère qu'il est dos au mur et que s'il ne se bat pas avec l'énergie du désespoir, il va être détruit. C'est comme ça qu'il réfléchit et c'est la raison pour laquelle il a fait montre d'une dureté dans la gestion de cette affaire. La position d'Israël dans le conflit, vous savez, Israël a une position. Beaucoup de pays ont une position assez complexe parce que
Israël est quand même un bon allié de la Russie aussi. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a beaucoup d'États qui sont un peu distants par rapport à cette affaire. Et je pense que c'est aussi le cas de l'État d'Israël. Euh, quels moyens de politique mettre en place pour l'évacuation des compatriotes en Ukraine? Je n'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Africains en Ukraine, mais je ne sais pas ce que les pays ont mis en place comme moyen pour les évacuer. Ce que j'ai vu à France 24, c'est qu'il y a un jeune Congolais qui a dit qu'ils allaient se déplacer dans des pays voisins le temps que la situation se mette en place. En tout cas, le temps que les choses reviennent à la normale. Mais je ne sais pas si les États ont mis en place des stratégies pour évacuer leurs ressortissants. Pourquoi l'adhésion de la Lituanie, ouais, de la Lettonie et de l'Estonie n'inquiète pas la Russie contrairement à celle d'Ukraine? Non, ce n'est pas. Je pense que c'est une très bonne question. Ce n'est pas que ça n'inquiète pas, c'est qu'au moment où ça a été fait, la Russie n'était pas en position de s'imposer face à l'Occident. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À l'époque, euh, les gens ne se rendent peut-être pas compte d'une chose. Quand Poutine prend le pouvoir au début des années 2000, à la fin des années 90, au début des années 2000, la Russie est complètement par terre. C'est un pays totalement désarticulé, dominé et soumis par les États-Unis. Et il y avait près de 40% des Russes qui mangeaient dans les soupes populaires. Il faut comprendre ça. Donc Poutine prend un pays, se retrouve à la tête d'un pays totalement désarticulé. Donc le temps de remettre la Russie en marche et que la Russie revienne, en tout cas récupère sa puissance, ben, les États-Unis intégrer certains pays. Et à plusieurs reprises, vous avez vu la guerre d'Irak. Les Russes ont observé sans bouger. Et tout ça, ça laisse des traces. Et c'est la raison pour laquelle les Russes avaient compris qu'il était dans leur intérêt de moderniser leur armée. Ils l'ont fait et maintenant ils s'imposent sur la scène internationale. J'entends souvent des universitaires français dire oui, ben, Poutine rêve de la grande Russie de l'époque. Ça n'a rien à voir. Il y a même des gens qui disent, en France particulièrement, que oui, mais Poutine rêve de la grande Russie parce que c'est un petit pays. La, la Russie peut écraser la France. Là. Donc si la France n'est pas capable, n'a pas été capable de régler le problème au Sahel, ce n'est pas à la Russie que la France va faire de leçons. Mais on comprend ça, ça fait partie de la mentalité française, on leur pardonne, des autorités françaises, on leur pardonne. C'est aussi simple que ça. S'il y a une troisième guerre mondiale, qui seront les potentiels gagnants? Difficile à dire, je ne suis pas prophète pour le savoir. Ce qui est sûr, la Russie a quand même une certaine avance sur le plan militaire et ça, c'est connu, c'est reconnu chez les Occidentaux et particulièrement chez les Américains. Il suffit de lire les documents stratégiques des pays de l'OTAN et notamment des États-Unis, même des think tanks, pour s'en apercevoir. Là, la supériorité militaire de la Russie est établie. Mais en cas de guerre mondiale, vous savez, il y a plusieurs dynamiques qui rentrent en ligne de compte. Donc, les alliances et tout ça, donc je ne pourrais vous le dire. Que penses-tu de Kémy Seba? Ben, je pense Kémy Seba essaie de mener son combat du mieux qu'il peut. C'est un ami, c'est un frère, on se connaît très bien. Et je salue son combat et tout. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui essaie de se battre du mieux qu'il peut. Il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a une autre Afrique qui est en train d'émerger. Une Afrique qui refuse les leçons, qui refuse la soumission. Et dans le cas de Kémy, vous savez, Kémy a grandi en France, donc il y a des réalités auxquelles il a été confronté qui l'ont aussi forgé. Donc, nous sommes tous le produit des environnements dans lesquels nous évoluons. Et c'est aussi le cas de Kémy Seba. Et je pense qu'il mène un combat qui est noble. Il défend le continent du mieux qu'il peut avec les moyens qui sont les siens. Donc, on ne peut pas le lui reprocher. Et d'ailleurs, je le salue. Euh, penses-tu que la Chine fera de même avec Taïwan? Ah, mais la Chine, le processus, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment les Chinois. Est-ce que les Chinois vont utiliser la force? Pour l'instant, je n'en sais rien, mais je pense que tôt ou tard, il faudra, en tout cas dans la perspective chinoise, récupérer Taïwan ou le soumettre tout simplement. Et encore là, vous avez l'exemple un peu de la stratégie américaine qui consiste à utiliser des États, certains États comme étant des éléments pivots de sa stratégie. Et Taïwan en est un dans l'équation.
au niveau en tout cas de l'Asie par rapport à la Chine. Et je crois que tôt ou tard, les Chinois vont réagir et ils auront avec la Russie. C'est la raison pour laquelle il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer maintenant, parce que les grands acteurs sont en train de se positionner en fonction des accointances, mais aussi de ce que sera le monde de demain. Et il y aura une rivalité. Soit elle sera militaire, mais ce qui pourra conduire à l'extinction de notre planète, ou alors les gens vont trouver des moyens pour accepter la réalité du monde multipolaire dans lequel nous sommes déjà. Cette guerre peut-elle s'étendre à d'autres pays européens? C'est possible, tout va dépendre en fait de la posture des uns et des autres. Si les États-Unis ou en tout cas les Européens décident de jouer, de bousculer les Russes en Ukraine, c'est sûr que la Russie va réagir et le président Poutine a été très clair à ce sujet. Y a-t-il un regret de la part de la Russie de n'avoir pas pu empêcher l'assassinat de Kadhafi? Euh, oui. Et d'ailleurs, moi je l'explique dans mon livre Objectif Kadhafi. Les Russes, vous savez, l'affaire libyenne a été vécue comme un affront par les Russes et les Chinois, et particulièrement les Russes. Et à partir de l'affaire libyenne, les Russes et les Chinois ont juré de ne plus jamais laisser l'OTAN s'aventurer sur d'autres théâtres d'opération. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont opposés systématiquement à toutes les résolutions concernant la Syrie. Et quand vous lisez les comptes rendus du Conseil de sécurité, vous voyez très clairement que l'affaire libyenne plane et les Russes ont toujours rappelé lors des votes des résolutions, des projets de résolution au Conseil de sécurité. L'affaire libyenne a joué un rôle important. Personnellement, je pense que dans l'histoire des relations internationales, on devrait intégrer l'affaire libyenne comme étant le moment, le point de bascule, en tout cas dans l'appréciation de la position sino-russe sur les questions internationales. Parce que l'opposition systématique aux résolutions qui concernent non seulement la Syrie, mais d'autres pays, y compris les pays africains, en dit long sur la perception que ces gens ont de ce qui s'est passé en Libye. Euh, Y a-t-il un... Ouais, ça j'ai répondu. Oui, sur Kadhafi, j'ai répondu. Qu'arrive-t-il? Le Donbass et Donetsk sont partis et restera à Poutine. Ça, c'est clair. Enlisement en Ukraine risque de devenir un Afghanistan. Oui, mais je ne pense pas que les Russes vont aller en Ukraine pour y rester. Ils ne sont pas bêtes. L'expérience afghane est encore fraîche dans les esprits. Il y a une chose que j'ai remarqué chez Poutine qui est très important. C'est le recours systématique à l'histoire. Et c'est à l'heure réécouter des interventions du président Poutine, ces 3 dernières interventions, il y a un rappel historique, pas seulement sur ce que les Occidentaux ont fait à la Russie, mais aussi les erreurs des élites russes dans l'appréciation des événements, autant durant la Deuxième Guerre mondiale qu'à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, Poutine est quelqu'un de très brillant qui a une très grande culture générale et une grande maîtrise de l'histoire russe. Et je ne pense pas que Poutine va aller s'enliser en Ukraine. Ils ne le feront pas. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de briser le gouvernement qui est en place, d'avoir des gens qui vont faire de l'Ukraine un État neutre, un État tampon entre la Russie et l'OTAN, comme cela avait été demandé par les Russes pendant longtemps. Le commandant Massoud en Afghanistan, oui. Mais je n'ai pas beaucoup étudié le camp du commandant Massoud. Il serait malhonnête et même, je trouve, il ne serait pas éthique de ma part de parler d'un sujet que je n'ai pas vraiment traité dans les détails. Je connais le commandant Massoud, on a fait beaucoup de pubs à son sujet en Occident. Je sais qu'il a été tué à la veille du 11 septembre et je sais qu'il il s'est battu pendant longtemps contre les talibans, mais à part ça, je ne connais pas vraiment certains aspects de sa vie comme il se doit là. Désolé, je ne pourrais vraiment pas répondre à votre question. Euh, Qu'est-ce qui bloque pour que Kiev tombe? Ben, je sais, il y a une résistance qui est normale. Je pense que c'est la capitale. Si Kiev tombe, c'est fini. Mais je pense que les Ukrainiens ont envie de négocier. Le président Zelensky, qui est quand même un bon humoriste, là, parce que c'était un acteur de cinéma, il faut le rappeler, c'est un humoriste. Le président Zelensky a demandé à discuter avec le président Poutine, mais Poutine a refusé. Je pense que Poutine sait pour qui roule Zelensky, et je pense que Zelensky aussi se rend compte qu'il est dans une position assez intenable. Les Russes
sont prêts à discuter avec les Ukrainiens très rapidement. Il suffit d'avoir les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, et ça va se régler très rapidement, ils vont rentrer chez eux. Pourquoi la Russie n'assume pas sa présence en Afrique? Ce n'est pas la Russie, et ça, c'est une question que je veux traiter plus en détail demain, parce qu'on aura un live demain avec nos amis de Nofi Afrique. Je veux la traiter plus en détail demain. J'ai toujours eu un problème avec les Africains qui pensent que l'avenir de l'Afrique passe par la soumission aux grandes puissances. Les Africains doivent avoir d'abord une vision pour eux, pour leur avenir, pour leur peuple, avant de chercher des parapluies protecteurs. Quand on a une vision pour soi-même, on peut facilement discuter avec l'autre, et même si on veut avoir un parapluie protecteur, on saura au moins où l'on va. C'est ça qui est très important. Et ce n'est pas le cas des pays africains aujourd'hui. Et regardez ce qui s'est passé au Mali. Je suis, à la différence de beaucoup d'Africains, je suis un peu pessimiste par rapport à ce que j'observe au Mali. Mais j'espère peut-être que les gouvernants vont trouver les voies et les moyens pour sortir le pays de sa situation calamiteuse. Mais je reviendrai demain dans le live que je vais donner à nos amis, avec nos amis de Nofi. Euh, Pensez-vous qu'après l'Ukraine, la Russie va chercher aussi à récupérer une partie de l'ancienne ville? Je ne crois pas. Les Russes vont se limiter à l'Ukraine. Ils vont avoir la personne, un dirigeant neutre en Ukraine, et ils vont rentrer chez eux. Ils ne vont pas s'aventurer au-delà de l'Ukraine. D'autant plus qu'il faut le comprendre, les Ukrainiens, ce sont les frères aux yeux des Russes. Donc Poutine en est conscient. C'est la raison pour laquelle il s'est adressé à son peuple, aux Russes et aux Ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle il s'est adressé à l'armée ukrainienne en disant: vos parents ne se sont pas battus pour avoir des néo-nazis au pouvoir. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Les Russes, Poutine est quelqu'un de très brillant, contrairement à au portrait qu'on nous présente dans les médias occidentaux, où l'idéologie prime sur la réflexion stratégique. Et donc voilà. Euh, cette guerre aura-t-elle une incidence dans le rapport Afrique-Occident? C'est très clair, surtout pour les opinions publiques africaines qui suivent ce qui se passe. Je pense que cette guerre aura de retombées. Je l'ai écrit dans un papier sur Sputnik que vous pouvez trouver sur mon mur, ou aller directement sur sputnik.fr et vous allez trouver l'article. Euh, Pourquoi la Chine ne soutient-il pas ouvertement la Russie? euh, La Chine soutient la Russie. Sur le plan diplomatique, il y a aussi la posture qui compte. La Chine s'est abstenue de voter contre s'est abstenue de voter pour la résolution présentée par les États-Unis aujourd'hui. Et les responsables chinois ont dit comprendre la position de la Russie dans ce dossier. C'est un soutien. Il faut savoir décrypter parfois les propos sur le plan diplomatique. Il est important de lire entre les lignes pour comprendre le fond de la pensée d'une personne qui tient des propos qui peuvent paraître parfois ambigus. Sur le plan diplomatique, c'est très, très, très fréquent. Wagner est un bras séculier de Poutine, oui ou non? euh, Il faut comprendre une chose. Wagner, c'est une firme de mercenariat qui officiellement n'existe pas en Russie. Mais la Russie peut utiliser Wagner dans sa stratégie de guerre hybride. Tous les États le font. On insiste sur le cas Wagner en Afrique parce que ce qui dérange les Français, les Occidentaux en Afrique, c'est qu'il y ait d'autres acteurs, et en particulier la Russie ou la Chine. Bon, la Chine c'est déjà acté, mais le retour de la Russie dérange. Le cas Wagner, c'est un épiphénomène, c'est pas aussi important qu'on l'imagine là. On nous fait croire des choses dans les médias occidentaux qui... Mais il est vrai que la Russie peut utiliser Wagner dans sa stratégie de guerre hybride, comme le font tous les grands États qui utilisent des mercenaires partout sur des théâtres d'opération qu'ils veulent contrôler. Les Américains sont les champions en la matière, de toute façon. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que ce sont les Européens. Demain, dans le live, je vais vous parler de l'importance de contrôler certains médias étrangers, comme le font les Occidentaux, à l'égard des médias russes en Europe. Parce que vous allez comprendre que la guerre de l'information se fait de plusieurs manières. Et si vous ne contrôlez pas certains médias, on va conditionner vos populations. Parce que la guerre se déroule aussi sur ce terrain-là. Il faut en être conscient. Au Mali, tes réflexions sont nulles, merci, c'est gentil. Euh, que pensez-vous des effets négatifs de la guerre en Ukraine sur le continent africain? Les effets négatifs, je n'en sais rien, mais ce que je crois, c'est que beaucoup d'Africains soutiennent la Russie. Vous savez, les Africains n'ont quand même pas oublié l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Les Africains ne l'ont pas oublié. Donc quand les Occidentaux parlent du respect du droit international, ça peut faire sourire, ça peut même énerver la raison, parce que
Ils sont les premiers à les fouler aux pieds. Je pense que les Occidentaux sont pris dans leur propre piège, comme je l'ai dit dans mon article. Vous ne pouvez pas prétendre défendre le droit international dans certains coins du globe, en Ukraine, et passer votre temps à le fouler aux pieds quand cela fait votre affaire. Les gens ne sont pas stupides, il faut compter sur l'intelligence des gens. Et je pense qu'au niveau de l'Occident, il faut une remise en question profonde, ce qui ne semble pas être le cas, comme l'a d'ailleurs reconnu et l'a affirmé l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Dominique de Villepin, qui a dit, je cite, les Occidentaux ont un problème, c'est qu'ils ne savent, les démocraties ont ce problème de ne pas se remettre en question. Et c'est le grand problème. Votre prochain livre, il y en a deux, et que vous allez découvrir bientôt. Un sur le Moyen-Orient et puis un sur la région du Grand Lac. Euh, le profil d'un dirigeant neutre, bah, c'est de placer son pays dans une posture qui va faire qu'il ne pourra pas s'attirer les foudres des uns des autres. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que les Occidentaux vont l'accepter? Est-ce que les Américains particulièrement vont l'accepter? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, en ce qui concerne l'Ukraine, quoi. Euh, Vous croyez que les Américains, les Français et autres n'ont pas de mercenaires, mais j'ai bien dit qu'ils ont des mercenaires, ils en ont même beaucoup plus que les Russes. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la question de Wagner est secondaire. Parce que, et puis de toute façon, les Africains ont le droit de négocier, de traiter avec qui ils veulent, même avec le diable. C'est leur choix, ce sont des pays souverains. Donc le débat sur Wagner en France, parfois, est énervant dans la mesure où il y a des gens qui pensent que le Mali est la chasse gardée de quelqu'un. Non, le Mali est un pays africain indépendant qui a le droit de prendre des décisions en fonction de sa souveraineté. On ne peut pas le lui reprocher. S'ils font affaire à Wagner, s'ils font appel à Wagner, c'est leur droit. Bonjour Patrick, est-ce que la majorité des Ukrainiens sont favorables, à votre avis, à l'action russe? Si oui, pourquoi? Mais honnêtement, je ne saurais le dire. Il faut reconnaître une chose, c'est que depuis que l'Ukraine a basculé dans le camp occidental et avec les tensions avec la Russie, beaucoup d'Ukrainiens, en tout cas du côté de Kiev et des villes avoisinantes, sont pro-occidentales et s'opposent beaucoup à la Russie. Mais c'est un travail qui a été mené en amont, en aval par les Américains à travers des financements, à travers la présence à Kiev des hommes liges. Les Américains l'ont reconnu ouvertement. Aujourd'hui, la question de savoir, est-ce que si la situation bascule, et qu'on se retrouve avec une Ukraine dirigée par un dirigeant neutre, est-ce que la russophobie va-t-elle perdurer encore? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, il y a une grande partie des Ukrainiens qui sont contre l'action de la Russie, mais on peut comprendre cela. On peut comprendre cela au regard de la propagande, au regard de tout ce qui se raconte sur leur pays. Mais il faut être très prudent. Je suis très prudent parce que l'Ukraine est composée de beaucoup de russophones, de beaucoup de Polonais, et d'une catégorie de ceux qui sont considérés comme entre guillemets enfin tous ce sont des Ukrainiens, mais vous comprenez, il y a des groupes de population là-bas, là-dedans, là, il faut faire très attention. Moi, j'ai lu aujourd'hui, je lisais un document aujourd'hui dans lequel il était mentionné qu'il y a beaucoup de pro-russes aussi. Quand vous vous rapprochez de Kiev ou dans les alentours, ils sont peut-être pas majoritaires, mais il y en a. Donc c'est aussi le problème de ces États avec les groupes ethniques qui règnent, voyez-vous. Mais c'est sûr aujourd'hui que l'intervention ne fait pas de heureux, surtout pas à Kiev. Ça, c'est sûr et certain dans les villes avoisinantes. Mais à l'est de l'Ukraine, par contre, l'intervention de la Russie a été bien accueillie. C'est un peu tout le problème hein, de ce pays avec ces différents groupes de population. Donc, la position des Ukrainiens dépend en fait de leur positionnement, si tu veux, si vous voulez, ethnique. C'est un peu comme en RDC, nous avons plusieurs groupes ethniques. Il y a ceux qui soutiennent le pouvoir pour X, Y raison et qui vont trouver normal que le traitant avec le Rwanda. Il y a d'autres qui vont dire, au Kivu, qui vont dire non pour des raisons historiques et politiques que nous connaissons. C'est un peu ça. Mais c'est sûr que l'intervention dérange quand même un certain nombre de personnes à Kiev et dans les villes avoisinantes. En Ukraine, à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, c'est autre chose. Euh, Comment Poutine a-t-il fait pour sortir du joug de l'autre Sam après que celui-ci ait dominé pendant des années l'URSS? Il a travaillé, il a pris des mesures conservatoires, c'est un dirigeant visionnaire, et puis voilà, c'est tout. Et il avait une vision de ce qu'il devrait faire pour son pays, et je crois que c'est cette vision qui manque aussi aux élites africaines. La solution ne serait-elle pas de faire de l'Ukraine une zone tampon? Je pense que oui. C'est ce que demandent d'ailleurs les Russes. Et c'est ce que les Français, parce qu'on oublie de le dire, les Français et les Allemands
ont toujours été contre l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Parce qu'ils savent, ils ont toujours su, qu'une adhésion ou une demande d'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN va provoquer la colère de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants français ont toujours refusé cela, les dirigeants français et allemands. Et malheureusement pour eux, étant à la remorque des États-Unis, parfois ils sont obligés de se soumettre aux désidératas américains avec tout ce que cela a comme conséquence. Je dois rappeler une chose aussi, les Américains en sont conscients puisque Vladimir Poutine, dans son intervention, dans sa première intervention, qui annonçait la reconnaissance des républiques la reconnaissance de l'indépendance, en tout cas du Donbass, Poutine avait affirmé ouvertement que Joe Biden lui avait assuré que l'Ukraine n'allait pas intégrer l'OTAN. Donc, en fait, de part et d'autre, on sait. Et moi, je pense que tout ça va finir par une négociation entre les deux grandes puissances. Les Européens seront peut-être mis à la marge, là, mais les deux grandes puissances vont au final discuter pour ramener les uns et les autres à la raison. Sinon, les Russes vont étendre leur zone d'influence et cela se fera au détriment des États-Unis. Une autre question. Ah, bientôt 1 heure, je veux bientôt arrêter. Vous allez m'excuser. Il ne s'agit pas de livres d'histoire. On nous a longtemps bassiné la vraie puissance mondiale et la Russie. Bon, ça c'est connu. Si vous lisez les documents américains, on reconnaît la supériorité militaire de la Russie. Ça, c'est pas un problème. Le Rwanda ne fera pas comme Poutine avec le 2 Kivu au Congo. Ça, j'ai beaucoup entendu ça chez des gens qui m'ont reproché d'être pro-russe alors que je ne le suis pas. J'essaie juste d'avoir un regard froid sur la situation et j'essaie d'être objectif. Le Rwanda ne peut pas s'aventurer de la même manière parce que ce sont des réalités complètement différentes. En Ukraine, la Russie est intervenue, a dit Poutine, à la demande des autorités du Donbass. Il ne faut pas l'oublier. Le Donbass est contrôlé par des russophones, des Ukrainiens russophones, qui ont fait appel à Poutine. Bon, ça rentre dans le jeu, dans le grand jeu des puissances. Bon, c'est que c'est plus que ça. J'essaie de caricaturer, c'est ça. Pour que le Rwanda intervienne au Kivu, si on veut appliquer la logique au cas du Rwanda et du Kivu, il faudrait que les Kivusiens fassent appel au Rwanda pour les sauver, en se faisant passer pour des Rwandais, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est très différent. Donc, c'est deux réalités complètement différentes. Il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Là, j'ai vu des gens faire des analogies un peu bizarres, mais ça n'a rien à voir. C'est deux réalités totalement différentes. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Nous aurons un live demain, je le répète, avec nos amis de Nofi. J'espère que vous avez apprécié et vous avez un peu retenu. J'espère avoir apporté ma modeste pierre à la compréhension des enjeux relatifs à la crise ukrainienne. Et sur ce, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là et puis d'avoir échangé. Prenez soin de vous et bien de bonnes choses à vos familles. Vous voyez, quand je vous dis que je ne comprends rien à ce truc-là, c'est ça. Ah ouais, arrêtez la vidéo, c'est par ici. Allez, à plus les amis. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus. N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Ouais. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant
ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement les faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas. Peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, c'était pas ça. C'était, ils ont dit nervous breakdown. Nervous breakdown, c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le placer en soins palliatifs là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas le sauver. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie. Mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela. C'est un président de la République en exercice